Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Bonjour Lou Veillalé, bonjour à vous, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Dans cet ouvrage, vous portez un regard très pessimiste sur la situation dans laquelle l'Afrique se trouve aujourd'hui. Vous nous dites qu'on est à des années-lumière de l'Eldorado que de nombreux penseurs nous promettaient au cours de la décennie 2000-2010, au moment où la plupart des pays d'Afrique subsaharienne notamment ont connu un vif regain de croissance courant qu'on a appelé afro-optimisme. C'est bâti sur un mythe selon vous, et votre constat, c'est que l'Afrique n'a jamais été aussi fragile. Vous parlez d'ailleurs de nouveaux désordres africains qui constituent un péril mortel à vos yeux pour l'Europe. Et la principale menace que vous identifiez, vous me dites si je me trompe, elle est d'ordre migratoire. Migratoire et sécuritaire, c'est fait deux choses à la fois, puisque finalement le débordement d'une immigration massive issue des faiblesses africaines est la conséquence de ce nouveau désordre africain qui crée des problèmes sécuritaires à nos frontières et qui permet à des États voyous d'essayer de faire la pression sur notre flanc sud. Et sur cette question des flux migratoires, vous appelez à une fermeté totale et vous proposez des mesures concrètes, à commencer par la suspension pour 10 ans de l'accueil d'immigrés supplémentaires en provenance du continent africain et du Levant. Ça, c'est possible, et comment ça se matérialise selon vous ? Ça se matérialise par une loi tout simplement et par aussi un état d'esprit. Mais en réalité, il s'agit presque de la première batterie de mesures à prendre. Quelque part du 1% qu'il faut faire jusqu'à arriver à 100% pour réussir à rétablir un ordre et une sécurité à nos frontières. En réalité, faire un moratoire sur la politique migratoire, ça ne suffit pas. Essayer de propose un certain nombre de candidats à l'investiture, les Républicains. Voilà, tout à fait. C'est que en réalité, ces mesures, vous avez commencé par cette mesure, et je vous remercie de la citer, mais en réalité, les mesures que je cite le plus sortent complètement du cadre. Oui. Puisque on va y venir, d'accord. Mais donc on y viendra. Pour le moment, cette suspension pour 10 ans de l'accueil des immigrés, ça passe par l'abrogation du droit du sol, la fin du regroupement familial, absolument. Abolir aussi la double nationalité pour les citoyens extra-communautaires. Là, on est sur des solutions plutôt classiques qui sont relativement répandues désormais dans le débat public. Oui, tout à fait. Il faut essayer de rappeler un petit peu ces solutions qui permettent de prévenir l'arrivée de migrants et de réussir à contrôler la situation sur notre sol. Et notamment du point de vue de la déchéance de nationalité, ce que je propose, c'est que les auteurs, les personnes qui sont binationales, auteurs de crimes et délits, soient déchus immédiatement de leur nationalité française, puissent être bannis du territoire national, mais aussi avec une réflexion un peu plus grande sur ce que c'est que la double nationalité. C'est quelque chose qui n'est pas dans notre débat politique. Et le fait d'interdire, d'abolir à partir de maintenant, ou à partir du moment où le prochain président de la République est élu, d'abolir cette double nationalité pour tous les citoyens extra-communautaires, puisqu'on peut avoir plusieurs cultures d'origine, mais une seule nationalité, ou en tout cas lorsqu'on est européen et qu'on partage un certain nombre de valeurs, une histoire, une culture européenne, une civilisation, la question se pose moins qu'avec typiquement quelqu'un qui viendrait de Libye ou quelqu'un qui viendrait même d'Argentine d'ailleurs. Et vous dites aussi qu'il faut agir sur le plan financier. Là, on en vient à des mesures un peu plus fortes que vous évoquiez tout à l'heure, la taxation notamment de tous les transferts de fonds à destination de l'Afrique et du Levant. Oui, absolument. Écoutez, on a entendu M. Montebourg parler de cette solution. Il a un peu rétro-pédalé par la suite. Mais... Tout à fait, ça ne correspondait pas sans doute à sa base électorale. Mais s'il avait regardé un peu la réalité, peut-être qu'il aurait assumé cette parole. Il se trouve que des études ont été menées sur ces transferts et les conséquences de ces transferts sur les pays d'accueil. Ces transferts-là engendrent ce que l'ancien président Thomas Sankara appelait le réflexe du mendiant en Afrique. C'est-à-dire que vous avez des personnes, environ c'est 10% de la population par exemple du Mali qui reçoit ces transferts et qui en vit au jour le jour. Cet argent n'est pas investi. Il n'est pas réinvesti dans l'agriculture, dans l'industrie, dans l'économie locale. Cet argent est directement consommé par des personnes qui ne sont pas incitées à se responsabiliser, à travailler, à sortir de leur misère. Au contraire, un petit peu à l'image des États, vous savez, qui, grâce à l'aide au développement, ne sont pas incités à transformer leurs économies, les populations qui reçoivent ces transferts de leurs migrants ne sont pas incitées à se responsabiliser. Et c'est une manière de subventionner l'indolence et de subventionner une forme de dépendance. Et
avec d'autres mesures, effectivement, c'est une manière de briser cette forme de dépendance nocive qu'il y a entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est 11 milliards d'euros par an. Hein. Est-ce que ça ne risque pas aussi d'exacerber encore l'instabilité dans certains pays, puisque, vous l'avez dit, c'est quand même une manne, ça représente une manne économique importante, notamment pour la consommation. Ça risque pas encore d'aggraver les problèmes traversés par ces pays au sud de l'Europe? Vous avez raison de poser la question. Si cette mesure était prise unilatéralement et en l'absence de toute autre mesure complémentaire, bien sûr que oui, puisqu'on ne comprendrait pas pourquoi tout d'un coup il y aurait une manne qui serait absente et ça provoquerait des tensions. En revanche, si cette mesure s'inscrit dans un ensemble, dans un arsenal de mesures qui visent à changer de paradigme entre l'Europe et l'Afrique, à changer les rapports et à amorcer des transformations importantes, non seulement de l'économie, mais aussi des relations diplomatiques et politiques entre l'Europe et l'Afrique, cette mesure sera en tout cas comprise et surtout légitime. Alors vous proposez aussi des actions militaires, en particulier contre la Turquie. Je vous cite: pour mettre un terme à l'aventure expansionniste du président Erdogan, il faudra lui infliger des défaites militaires. Ça, c'est vraiment réaliste, Lou Vialet. La Turquie, selon les classements, environ autour de la 11e puissance mondiale en termes militaires aujourd'hui. Oui, et nous, selon les classements, entre 5 et 6. Exactement. Alors, pour préciser à vos auditeurs, les premières mesures dont nous avons parlé, de mon point de vue, suffisent à régler environ 1% des problèmes migratoires et sécuritaires qu'il y a entre l'Europe et l'Afrique. 1%. Donc, ça, c'est des mesures classiques qui sont reprises dans le débat public par un certain nombre de candidats, notamment Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Tout à fait. Et si ces mesures existaient sans les mesures dont on va parler, on pourrait qualifier la politique migratoire ainsi construite d'attentiste. Car si on attend que les problèmes migratoires arrivent sur notre sol pour les régler, on se trouve dans une position défensive, attentiste, et on ne règle pas les problèmes à la racine. C'est-à-dire que l'origine de ces problèmes continue à exister et nous continuerons à subir les conséquences des faiblesses africaines. Et pour ne plus les subir, il faut non seulement agir sur ces conséquences sur notre sol, mais c'est la position attentiste, mais avoir une position interventionniste et pouvoir essayer de régler le problème à la racine. Et une des manières de commencer à régler le problème, de commencer, pas de terminer à le régler, c'est après avoir compris la situation, c'est-à-dire qu'on est dans un nouveau paradigme entre l'Europe et l'Afrique, vous l'avez dit, l'Afrique n'a jamais été aussi fragile, il faut à la fois désinciter les gens de venir chez nous, mais aussi rétablir l'ordre. Rétablir un certain ordre qu'il y a entre l'Europe et l'Afrique en Méditerranée. Et dans cette Méditerranée qui est notre frontière entre l'Europe et l'Afrique, vous avez des États voyous, vous avez des États agressifs et vous avez des régimes tels que celui de M. Erdogan qui prône une forme d'impérialisme, de néo-impérialisme à la fois. Il a raté son coup au Levant et il essaye depuis 10 ans de s'inscrire en Afrique et il y arrive très bien, donc à essayer de retourner des régimes en sa faveur. Et de l'autre côté, il diffuse un islamisme qui est absolument intolérable de notre point de vue. Et notre sous-région, nos frontières extérieures ne peuvent pas être soumises à ce genre d'idéologie. C'est pour ça que je propose que nos armées qui sont positionnées avec Barkhane, notamment au Sahel et au Mali, mais aussi nous avons des forces qui sont basées au Sénégal et en Côte d'Ivoire, que ces armées interviennent en Libye, non pas sur le territoire européen, mais pour chasser les forces spéciales turques qui sont présentes sur place et essayer de lui infliger une défaite militaire de sorte à le faire reculer et de sorte à montrer que les lignes rouges ne doivent pas être franchies, qu'un nouvel ordre doit primer en Méditerranée et que cet ordre ne doit pas être celui des voyous. Et de la même manière, je propose qu'une base militaire française ou alliée, pourquoi pas britannique, soit installée au sud de l'île de Chypre, de telle sorte à tenir en respect la Turquie qui est dans l'environnement régional chypriote. Oui, on n'est pas sur un conflit en territoire turc précisément, on est bien sur des actions militaires menées sur des théâtres extérieurs en Libye ou à Chypre, c'est ça? Exact, il s'agit de freiner un expansionnisme et de montrer des lignes rouges et de montrer aussi que notre influence ne peut pas être grignotée par des États agressifs et voyous. Alors vous avez une autre proposition sur la scène internationale, c'est placer la Libye et le Mali d'ailleurs sous
condominium afro-européen. Ça, c'est une solution pour mettre un terme à l'instabilité dans ces pays-là ? Absolument, c'est un préalable même. Est-ce que là encore, c'est possible ? Mais bien sûr, tout se négocie. D'un point de vue du droit international, c'est possible. D'un point de vue du rapport de force, c'est probable. Il faudrait quand même trouver un consensus au niveau international qui paraît difficile. Oui, mais d'abord pourquoi ? Et ensuite, je vous explique comment essayer de commencer à trouver ce consensus. On entend beaucoup, vous savez, sur la situation au Sahel, où nos armées sont engagées depuis maintenant 8 ans et où certains de vos confrères qualifient la situation de bourbier, ne savent pas lorsque nos troupes rentreront, et même ce qu'elles y font exactement, puisqu'on a eu 2 coups d'État en l'espace de 9 mois au Mali, avec nos soldats qui sont sacrifiés année après année et qui sont un peu des gardes-frontières d'un État en pleine déliquescence. Qu'est-ce qu'ils viennent finalement garder au sud de nos frontières ? Et il y a une absence, que tout le monde a remarqué, il y a une absence de stratégie politique. On était là pour sauver un territoire d'une emprise djihadiste, de l'emprise de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, de l'emprise d'AQMI, et on se retrouve, être les gardiens d'un État en détresse qui n'est même presque plus un État. Alors que faut-il faire ? Si la force militaire ne suffit pas à rétablir l'ordre, c'est bien qu'il faut intervenir d'un point de vue politique. Si on peut avoir 2 coups d'État en l'espace de 9 mois et des alliances de revers qui se créent avec les Russes à notre sud, eh bien, c'est intolérable. C'est pas une situation qui peut durer. Il faut réussir à inscrire le Mali dans une forme de stabilité qui lui permette de se reconstruire et de ne pas faire tache d'huile avec ses problèmes sécuritaires et ne pas faire tache d'huile sur toute la sous-région. Alors, il existe une solution qui est celle de la tutelle internationale. Il se trouve que le comité des tutelles internationales a été mis en sommeil dans les années 90 par les Nations Unies. Et ce comité réunit, il peut encore, à la demande de la France, se réunir, ce comité réunit les principaux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, parmi lesquels la Russie. Et la Russie qui est notamment dans une posture de rapport de force avec l'Europe, puisque la Russie intervient désormais au Mali sous la forme du groupe Wagner, intervient en Centrafrique, intervient de plus en plus en Afrique, notamment sur des positions qui étaient tenues par les Français. Et on sent qu'il y a une volonté de non pas contrôler nos frontières extérieures maintenant, mais en tout cas à nous faire pression. Et réussir à instaurer un rapport de force avec nous. Eh bien, il y a un moyen, tout simplement, de dialoguer avec la Russie aujourd'hui, sans être dans des fausses vérités. C'est de dire, écoutez, vous avez les marches de votre nation, qui sont les frontières extérieures de votre nation. Vous avez tout ce Moyen-Orient qui est à vos portes, et vous refusez que nous y agissions. Notamment, la Russie était froissée que nous envoyions nos troupes, que nous intervenions en Syrie, qui est un État qui est à ses portes. Eh bien, que les Européens laissent tranquille la Russie à ses marches, et que la Russie laisse tranquille l'Europe à son sud. C'est un premier deal à faire avec la Russie, que la Russie peut tout à fait entendre, mais que pour l'instant, qui n'est pas amorcé. Alors, on va continuer à en parler dans un instant. Lou Vialet. Vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre Après la paix, défi français chez VA Éditions. Et après, on aura Manuel de Clermont qui veut parler avec vous. À tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkhof dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde. 13h20 sur Sud Radio, Lou Vialet est notre invité jusqu'à 14h. Vous êtes spécialiste en géopolitique africaine et on parle d'immigration avec vous. Vous venez de sortir ce livre Après la paix, défi français chez VA Éditions. Et au standard, au 0826 300 300, nous avons Manuel de Clermont qui veut vous interpeller. Bonjour Manuel. Oui, bonjour à vous Manuel. Bonjour, monsieur, on vous écoute. Bonjour à tous les auditeurs qui ont encore un cerveau. Alors moi je suis à 100% d'accord avec ce que dit votre invité. À savoir que moi je suis issu de l'immigration, je suis arrivé en France, ma famille est arrivée en France au temps du grand homme, le général de Gaulle, qui au passage, je voudrais surtout le dire, qui à l'antenne, c'est un grand homme, le seul chef d'État qui a eu ce pays, et quand je vois tous ces traites pétainistes qui vont s'incliner sur sa tombe, pour moi c'est une souillure. Il se torche avec le drapeau français. Bref. Je crois que beaucoup de Français... Vous pouvez modérer un peu votre langage peut-être, mais oui. De quelle origine vous êtes ? Alors je suis portugais et espagnol.
Et je crois que beaucoup de Français pensent aujourd'hui que l'immigration qu'on a vécue, nous, et celle qu'on subit aujourd'hui est la même. Or, c'est totalement faux. Il faut savoir qu'avant, vous arriviez sur le sol français, il fallait déjà que le chef de famille, en l'occurrence mon père, ait du boulot et un logement. Et à ce moment-là, il y avait une autorisation qui était donnée pour le regroupement familial, et ça, bien avant les années Giscard. Et ensuite, vous aviez une carte verte, qu'on appelait la carte de séjour. Bon, il fallait montrer patte blanche parce qu'elle était renouvelée tous les 3 ans. D'accord? Donc, je veux dire par là que l'immigration ne se faisait pas comme elle se fait aujourd'hui, à l'emporte-pièce. Donc, aujourd'hui, les principaux responsables, ce n'est pas tellement les immigrés, ce n'est pas tellement les réfugiés. C'est les Français. C'est les Français, c'est eux qui font les lois, ce n'est pas les immigrés qui viennent. Eux, on leur donne des avantages, c'est normal qu'ils en profitent, vous comprenez. Aujourd'hui, un immigré, il a plus d'avantages qu'un Français qui est à la retraite du fin fond de la campagne. Donc c'est pas de la faute des immigrés. Si la France se trouve dans cet état, c'est à cause des Français, ni plus ni moins. Et moi, je me souviens que avant, la France était un grand pays, elle sortait ses dents, et il fallait se tenir à carreau. Aujourd'hui, c'est un petit pays avec des lâches, un troupeau de lâches, et évidemment qu'elle n'est pas respectée. Tout le monde s'essuie les pieds comme sur un paillasson. Donc tant que la France ne retrouvera pas sa grandeur, elle ne sera pas respectée, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Voilà. Aujourd'hui, j'ai la nationalité française, vous voyez, qu'on a acquérie chèrement, parce qu'il y a eu une enquête quand même de 5 ans, hein. Et tout le monde ne pouvait pas devenir français. Hein. Il fallait vraiment avoir un casier judiciaire vide, vous comprenez? Alors, merci Manuel. On va peut-être écouter une réponse de Lou Vialet. Finalement, Manuel nous dit que la France a perdu de sa superbe, et c'est plus ça, selon lui, qui entraîne les problématiques migratoires que l'on traverse actuellement. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que votre auditeur a raison de souligner ce phénomène. C'est-à-dire que finalement, la France n'est plus crainte. La France n'est plus perçue comme une nation qui peut aider les pays africains, mais qui peut aussi constituer une forme de menace. On se dit que les Français n'ont plus le courage d'intervenir clairement pour dire leur fait aux États qui sont agressifs. Je donne un exemple. Il y a 2 jours, nous avions une crise avec l'Algérie. Oui. On en parlera peut-être un peu plus, mais ce qu'on a vu, c'est quoi? C'est que quand l'Algérie refuse de rapatrier ses migrants ou ses déboutés du droit d'asile, et lorsqu'on fait monter un peu la pression en tapant du poing sur la table, tel que l'a fait Emmanuel Macron, l'Algérie répond en disant « Je brise la coopération avec vous, je vous tourne le dos », et Macron répond « Je m'excuse ». Et donc, on ne peut pas se laisser faire par ce type de chantage, on ne peut pas se soumettre à la politique d'États racailles qui sont dans notre voisinage, puisque au fur et à mesure des années, au vu de l'état économique et social de notre environnement régional, il y aura de plus en plus de racailles, et a priori, on ne peut pas se soumettre à tous. Et si on commence à faire ceci, on n'aura plus de pays dans 30 ans. Et sur cette question de l'Algérie, comment vous expliquez cette apaisement, cette carte de l'apaisement abattue par Emmanuel Macron, les intérêts économiques, les intérêts stratégiques? J'explique de 2 manières. La première, c'est qu'il y a une élection présidentielle qui est dans quelques mois, et que la communauté, ou en tout cas la diaspora algérienne, est la communauté d'origine étrangère la plus nombreuse sur notre sol. C'est un électorat que sans doute Macron ne veut pas froisser. La deuxième chose, c'est que s'il fallait rentrer dans ce rapport de force avec le président Tebboune, qui est un président aux abois, s'il fallait rentrer dans ce rapport de force, il fallait assumer une montée des tensions phénoménale. Phénoménale parce que depuis quelque temps, l'Algérie a changé de doctrine, oui. Elle veut intervenir en dehors de ses frontières, elle incite sa diaspora à intervenir dans le débat politique en France et à influencer directement la politique française. Et surtout, nous avons une Algérie qui est dans une alliance militaire
on peut le dire, avec la Russie. Il y a eu des entraînements cet été en Ossétie du Nord avec les troupes russes pour tester la dernière Kalachnikov. Et aujourd'hui, si on a des coups de menton de l'Algérie qui est dans un état de fragilité extrême, le régime n'est plus légitime du tout. Mais si on a ces coups de menton, c'est que Tebboune sait qu'il est soutenu par Poutine et qu'il a les moyens de nous freiner, de nous gêner. Et notamment, il a fermé l'espace aérien algérien, ce qui fait que nos troupes mettent 2 fois plus de temps à arriver sur l'endroit où se trouve Barkhane. Et donc, si on voulait débrouiller cette situation, non pas en l'apaisant, mais en montrant à l'Algérie qu'elle doit nous respecter, il faudrait mettre encore plus de tension aux frontières de l'Algérie. Il faudrait montrer que lorsque nous sommes au Mali, eh bien, nous contrôlons la frontière algérienne et que l'Algérie n'a qu'à bien se tenir. Et pour faire ça, il faut assumer une montée des tensions, eh bien, qui n'est peut-être pas dans une perspective présidentielle ou dans une perspective où la parole du président doit être douce et mielleuse. Eh bien, c'est peut-être pas ce que veut Macron. Mais en tout cas, ne pas faire ceci, c'est se préparer à, dans l'avenir, se faire dicter la loi, se faire dicter notre comportement, se faire dicter notre politique par des États racailles à nos frontières. Écoutez, Lou Vialet, on continue d'en parler jusqu'à 14h. Vous êtes notre invité et je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre Après la paix, défi français chez VA Éditions. Et on remercie Manuel pour son appel. Si vous voulez faire comme Manuel, vous nous appelez au 0800 26 300 300. À tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde. 13h30 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Lou Vialet qui est l'auteur de ce livre Après la paix, défi français chez VA Éditions. Et vous nous appelez évidemment au 0800 26 300 300, Arthur. Lou Vialet, vous avez déjà évoqué dans cette émission les propositions relativement radicales que vous proposez notamment face au phénomène migratoire. Est-ce qu'il y a des personnalités politiques aujourd'hui qui trouvent grâce à vos yeux, qui portent selon vous un discours à même de régler ce problème migratoire ? Alors, plutôt que radical, je qualifierais mes propositions d'innovantes. Moi, je pense que beaucoup de candidats à la présidentielle qui sont actuellement en lice peuvent entendre ces propositions, à condition de sortir d'un état d'esprit. D'un état d'esprit qui, pour certains, c'est une question de génération aussi, hein. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit qui vient des années 60, de la décolonisation, et qui fait qu'on ne s'imagine pas changer de régime, de relation avec nos anciennes colonies ou avec les États d'Afrique du Nord. On imagine qu'on va toujours coopérer, qu'ils respecteront toujours les règles, et lorsqu'il y a un petit problème, il faudra juste taper du poing sur la table, rappeler qu'il existe des règlements entre nous, et tout se passera bien. Et moi, je pense que ce type de relation, ce paradigme est mort. Nous sommes dans les impasses de la décolonisation. Et je pense que des candidats comme Éric Zemmour, comme Marine Le Pen, et où j'invite les candidats des Républicains à reprendre mes propositions, puisque avec ce qu'ils proposent, ils ne résoudront même pas 1% des problèmes migratoires qui nous font face et des problèmes de sécurité qui nous font face. Là, vous parlez d'Éric Zemmour et Marine Le Pen ? Absolument, oui. Selon vous, ils vont pas assez loin, hein, c'est ça ? Non, selon moi, ils sont hors sujet. C'est-à-dire que, comme je vous le disais à l'instant, on peut faire le constat que nous avons un problème migratoire considérable. Mais d'où vient-il ce problème migratoire ? Il vient du nouveau désordre africain. Il vient d'une faiblesse extrême du continent qui est le plus proche du nôtre. Et est-ce que c'est en supprimant le regroupement familial, est-ce que c'est en supprimant le droit du sol que le continent qui est le plus proche du nôtre va cesser d'être en désordre ? Ben, ça n'a rien à voir. Ça va réussir à régler les problèmes qui sont à l'instant T chez nous, mais rien sur le siècle à venir. Et je rappelle que la démographie africaine double tous les 30 ans. Et je rappelle que l'économie africaine s'est encore affaissée. On a eu le moment des révolutions arabes. Eh bien, l'économie africaine s'est encore affaissée depuis les révolutions arabes. Qu'on a une baisse des cours des matières premières. Et que tout cela fait qu'on a un continent explosif à nos portes. Donc, réfléchir de manière défensive aux solutions migratoires, c'est une posture attentiste qui ne règle absolument rien du tout des problèmes migratoires et de sécurité nationale qui nous font face. Absolument rien. Pour régler ces choses-là, il faut sortir du logiciel décolonial, du logiciel
post-coloniale, pardonnez-moi, puisque j'imagine que ni Zemmour ni Marine Le Pen ne sont des décoloniaux. En revanche, ils sont prisonniers d'une mentalité post-coloniale. Il faut en sortir, il faut assumer de briser des tabous qu'on n'a pas brisés depuis 60 ans, c'est-à-dire d'assumer d'intervenir, d'assumer de mettre sous tutelle des États faillis. Eh bien, si vous avez, je reprends l'image dont on a parlé hors antenne, si vous avez votre voisin qui est dans la rue d'en face et dont l'immeuble prend feu, et si ce voisin est incapable jour après jour, heure après heure, eh bien d'éteindre ce feu et que ce feu se propage. Allez-vous attendre que le feu vienne lécher les murs de votre propre immeuble et vienne détruire votre foyer, ou est-ce que vous allez intelligemment prendre ce qu'il faut prendre pour intervenir chez ce voisin et éteindre le feu à sa place? Mais alors, la France est quand même intervenue sur certains théâtres ces dernières années. On évoquait tout à l'heure le Mali et la Libye. On n'est pas allé suffisamment loin dans l'intervention ? Alors, on est intervenu, mais de façon militaire. Et on avait une stratégie qui était seulement sécuritaire. Et vous voyez bien que, pour prendre le cas du Mali, on avait des troupes et on a plus de 50 soldats qui sont morts au Sahel pour défendre la stabilité africaine et européenne. Et pendant ce temps-là, pendant que nos soldats mouraient pour défendre la stabilité de la nation et de nos frontières, nous avons eu 2 coups d'État en l'espace de 9 mois au Mali. Et si la politique est instable, eh bien le pays sera instable. Ça ne sert à rien d'avoir seulement nos militaires qui défendent un État en lambeaux. Il faut que l'État ressemble à quelque chose et se tienne debout. Or, si les Maliens ne sont pas capables ou les Libyens ne sont pas capables de redresser leur État, il faut le faire pour eux-mêmes, c'est-à-dire en condominium, en tutelle, et réussir à faire en sorte que la stabilité ainsi créée permette de restructurer l'économie et d'étouffer les raisons qui font que nos 2 continents ne sont plus en paix. Et cette logique de la tutelle, vous croyez vraiment qu'elle peut permettre de résoudre des situations aussi complexes, notamment en Libye, où on sait que l'État a complètement disparu ? Absolument, mais alors qu'est-ce que vous voyez d'autre ? Si l'État a disparu, si c'est le règne des clans, si c'est le règne des castes et des ethnies, si c'est le règne de la loi du plus fort, comment allez-vous faire en sorte de nourrir la population, d'avoir une stabilité qui soit économique, sociale, politique et qui dure suffisamment longtemps pour que les fondamentaux de l'économie libyenne ou de l'économie malienne soient transformés. Puisque je répète, c'est une problématique commune aux pays africains, c'est-à-dire qu'ils reposent sur des rentes qui nourrissent une toute petite classe d'individus qui sont extrêmement riches et qui ne nourrit pas du tout le reste de la population. Et c'est en transformant l'économie, en la diversifiant et aussi en la rendant davantage poreuse aux problématiques écologiques, c'est en faisant tout cela qu'on arrivera à fixer les populations sur place, à apaiser les tensions. Tandis que si on ne le fait pas, eh bien ces pays s'effondrent et se font manipuler, conduire par des puissances extérieures, comme la Russie, comme la Chine, qui cherchent à contrôler nos frontières sud pour nous mettre la pression et pour nous dominer. Est-ce que finalement cette proposition de tutelle que vous mettez sur la table, est-ce qu'elle implique pas de réussir, par exemple là où les Américains ont échoué, en Irak ou en Afghanistan, la tutelle américaine dans ces pays-là n'a pas abouti sur un succès? Alors, vous prenez des exemples qui sont très lointains. Tandis que là, c'est un problème de voisinage déjà. Donc le problème n'est pas tout à fait le même. C'est que si on voulait prendre une comparaison, les problèmes qui se passent à notre porte sud, en Libye, au Mali, si nous étions les Américains, ce serait le Mexique. Ce serait notre frontière immédiate. Donc déjà, la problématique n'est pas tout à fait la même. Ensuite, il y a d'abord un savoir, nous connaissons ces pays et nous sommes capables de nous rassembler autour de la table avec des pays avec lesquels on coopère avec les pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, on coopère avec d'autres pays maghrébins et il est possible de se mettre aussi autour d'une table puisque tout le monde a envie d'une stabilité. Peut-être que la Libye aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de personnes avec lesquelles dialoguer, mais en tout cas avec les voisins, les Tunisiens veulent une stabilité à leurs frontières, les Marocains veulent une stabilité à leurs frontières et nous avons tout intérêt à discuter. Donc cette problématique n'est pas la même, je pense, que l'Afghanistan, surtout qu'elle serait conduite non pas par un seul État qui intervient loin de ses frontières avec un discours même droit de l'homiste un petit peu, seulement là il ne s'agirait même pas d'implanter la démocratie, juste de rétablir l'ordre pendant une période suffisamment longue de telle sorte à pouvoir transformer l'économie et faire en sorte que toutes les raisons
qui font que le Mali ou que la Libye sont des sources de déstabilisation disparaissent. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même arriver à ce que les puissances qui interviennent dans ces pays, Libye, Mali en l'occurrence, soient d'accord. On sait qu'il y a des intérêts extrêmement divergents. Oui, mais tout le monde a intérêt. Alors divergent, j'ai l'impression que vous pensez à l'économie. Parce qu'il y a effectivement... Pas seulement en termes stratégiques. En termes stratégiques, tout le monde a intérêt à la stabilité. Et personne n'a intérêt à avoir des États voyous à ses frontières qui peuvent être manipulés de l'extérieur par des puissances agressives. Encore une fois, si la Turquie se trouve en Libye et elle permet de contrôler un petit peu le voisinage libyen, est-ce que le Maroc a intérêt à cela? Je ne crois pas. Est-ce que l'Algérie a intérêt à cela? Je ne crois pas. Est-ce que la Tunisie? Vous m'avez compris. Donc... la stabilité est dans l'intérêt collectif, en fait, non seulement des pays africains, mais aussi des pays européens. Quiconque a un État failli à ses frontières se réserve une source de faiblesse qui peut le faire chavirer. Encore une fois, notre voisinage, dans les années à venir, peut être contrôlé par des puissances agressives et qui nous dicteront leurs lois. Et nous n'avons pas intérêt à ça, ni européens, ni africains. Au standard, on nous appelle pour parler avec vous de ce sujet. Nous avons Alain qui nous appelle d'Avignon au 0826 300 300. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de prendre mon appel. Je voulais intervenir et croiser un petit peu les deux sujets dont vous parlez. Le précédent, c'était le nucléaire, et le deuxième, là, dont vous parlez de l'immigration et de l'Afrique et de tous les problèmes qu'il y a en Afrique. Le président Macron a dit qu'on était dans l'indépendance énergétique avec le nucléaire. Bon, je veux bien, mais on n'a pas de mines d'uranium chez nous. Donc on va les chercher où? En Afrique. Et on a expulsé de mémoire quelques bédouins et quelques gens qui habitaient dans le désert pour aller construire nos mines pour extraire de l'uranium, qui au passage n'est pas si inoffensif que ça. Pour avoir 1 gramme d'uranium, puisque votre intervenant disait que pour 1 gramme d'uranium, on avait 1 tonne de charbon. Mais pour extraire 1 gramme d'uranium, il faut 1000 tonnes d'uranium, parce qu'il faut qu'il soit en Russie. Et pour avoir 1000 tonnes d'uranium, il faut 1000 tonnes de déchets. Donc la complication écologique est complexe. Et en tout cas, pas si propre que ça. Après, votre intervenant, il a l'air de bien connaître l'Afrique, mais il parlait d'immigration et de problèmes. Donc, moi, je sais pas, mais les Bédouins qu'on a expulsés, forcément, ça va être des migrants d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils savent plus où habiter. On a saccagé l'Afrique, notamment la corne de l'Afrique de l'Ouest, où toutes les centrales pétrolières sont en train de creuser des puits de pétrole depuis fort longtemps, et où on pollue, mais ça, tout le monde s'en fout. On envoie tous nos déchets d'informatique en Afrique notamment, où ils les brûlent sans avoir de protection, avec tous les gaz que ça déchaîne. Mais bon, nous, c'est pas grave, c'est des poubelles, donc on les envoie en Afrique. Mais tous ces gens-là, derrière, ils ont plus de champs cultivables, ils ont plus d'eau potable, ils ont plus de médecine, ils ont des maladies qui sont draconiennes, parce que tout le monde s'en fout, en fait, de toute façon, comme c'est en Afrique, tout le monde s'en fout. Mais après, on s'étonne qu'il y ait de la migration, on s'étonne qu'il y ait des djihadistes qui se fassent péter chez nous parce qu'ils n'ont pas d'autre issue. Il y a quelques années, on avait les pirates somaliens qui attaquaient les bateaux, mais la Somalie, c'est pareil. Toutes les compagnies pétrolières américaines ont pillé ce pays. La moitié des champs cultivables sont inondés par du pétrole qui fuit des pipelines. Et les agriculteurs n'ont plus de quoi cultiver leurs champs. Et quand les pêcheurs veulent aller pêcher, ils ont les thoniers japonais qui ont déjà tout raflé, il n'y a plus rien à pêcher. Donc après, qu'est-ce qu'ils font? Les mecs, ils montent sur des bateaux, ils vont attaquer les bateaux au large, et on les appelle des pirates. Donc effectivement, moi je veux bien, mais jamais on en parle de tout ça, en fait. Votre interlocuteur, depuis tout à l'heure, il nous parle de l'Afrique et de tous les problèmes qu'il y a en Afrique. Moi, je m'excuse, la décolonisation, elle n'a pas été faite. La colonisation, maintenant, elle est économique et elle est écologique, parce qu'on est en train de polluer cette terre. Et donc après, qu'est-ce qu'ils font les gens? Mettez-vous à leur place, plutôt que de tout le temps critiquer et d'essayer de trouver des solutions qui sont purement occidentales. Mettez-vous à leur place, allez faire un tour, parce que tout le monde parle des gens, mais est-ce que vous êtes déjà allé en Afrique? Est-ce que vous avez déjà mis un pied là-bas? Je parle pas des hôtels 4 étoiles, et je parle pas des Club Med et compagnie, je parle de aller vivre avec les gens, aller discuter avec les gens.
Vous parlez de la notoriété française, mais c'est du pipeau tout ça. Les gens, vous croyez qu'ils adorent les Français avec tout ce qu'on a fait là-bas? Et je parle même pas de l'esclavage, parce que là on remonte à il y a 200 ans, mais je parle de ce qu'on fait maintenant. Ça, c'est une réalité. On parle d'écologie, on parle d'économie, on parle de migration, on parle d'énergie. Et ben, croisons les sujets et ayons des discussions qui soient de fond, mais pas comme ça, nous, derrière notre bureau. Ah bah oui, mais les gens là-bas, ils sont comme ci, comme ça. Mais ça, moi, ça me fait mourir de rire, sans déconner. Alors merci Moi, Alain. j'ai passé 14 ans hors de France et je peux vous dire que la notoriété française, elle n'est pas si belle que ce qu'on veut bien entendre. Et il faudrait se mettre un peu à la place des gens avant de les critiquer, avant de sortir des solutions qui sont toutes faites comme ça. Alors merci. Parlons de ça. Qu'est-ce qu'on a fait des Bédouins en Afrique qu'on a expulsés pour aller chercher de l'uranium pour nos centrales nucléaires? Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces gens-là? Alors merci beaucoup Alain, on va demander à Lou Vialet de vous répondre. Alain, pour être très synthétique, pour résumer sa pensée, qui nous dit que finalement le désordre africain que vous dénoncez, il est en grande partie lié aussi à des politiques menées par la France sur ce continent. Oui, tout à fait. J'ai entendu tout ce qu'a dit Alain. Il y avait beaucoup de choses. On va répondre dans l'ordre. D'abord, sur la question de l'uranium. L'uranium n'est pas une ressource stratégique ni rare. Nous avons l'uranium en France. Maintenant, nous approvisionnons à la fois au Niger, mais surtout au Kazakhstan et au Canada. Donc la France pourrait se passer de l'uranium africain qui permet aux États qui le vendent à la France de s'enrichir à bon prix et qui sont tout à fait d'accord pour avoir des politiques de coopération avec la France de ce point de vue. Maintenant, si des populations sont expulsées, ça se fait, vous savez, même lorsqu'une mairie restructure une partie de sa commune, et doit faire des travaux. Il existe le fait que des gens doivent partir de là où ils habitent pour ensuite revenir. Et ça, c'est de la responsabilité des États africains, c'est pas la responsabilité de la France. Maintenant, est-ce que la France est coupable, ou responsable du sous-développement africain ? Ben non, absolument pas. D'abord, la France n'a même pas besoin de l'économie africaine pour être prospère, puisque l'Afrique, c'est 5% de notre commerce extérieur. Maintenant, s'il y a un responsable dans la déchéance économique africaine, c'est bien la Chine. La Chine qui, depuis les débuts des années 2000, a fourbi les armes de sa croissance, a permis de se reposer sur les matières premières africaines pour nourrir sa croissance démesurée depuis le début des années 2000. Cette dynamique a fait en sorte que les États africains qui pouvaient sortir de leur rente, que j'expliquais les désavantages de la rente des matières premières tout à l'heure, c'est qu'elle ne nourrit pas la population et elle empêche une diversification et elle participe au sous-développement. Eh bien, la Chine, avec sa croissance folle qui reposait en partie sur les matières premières africaines, a fait en sorte que les États africains ont continué à être dépendants de leurs ressources primaires et ont continué à être des États rentiers. Donc, s'il faut trouver un coupable du sous-développement africain aujourd'hui, eh bien, ça n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne, je ne sais pas, c'est la Chine et c'est ces pays émergents. Vous occultez tout l'empire colonial français. Je parle d'aujourd'hui, oui. Puisque ensuite l'empire colonial français s'est terminé en 1960. Des pays ont été indépendants politiquement. Il a quand même grandement alimenté le développement de la France pendant des décennies, on est d'accord là-dessus? Non, nous ne sommes pas d'accord là-dessus, puisque des travaux... Alors ça ne veut pas pour autant dire que pendant des décennies, cela n'a pas freiné le développement des pays africains. En revanche, j'en veux pour preuve Jacques Marseille, qui a montré que nous avons dépensé 5 fois le plan Marshall en Afrique lorsque nous étions sous la colonisation, pour un retour sur investissement quasiment nul. Et au contraire, qui a retardé la modernisation de notre économie. Donc non, d'un point de vue économique et financier, c'était une mauvaise affaire que la colonisation. Tirer profit d'un certain nombre de ressources. Un certain nombre de capitalistes français et industriels français ont tiré profit de cela, la population très peu. En revanche, oui, ça a participé à faire en sorte que les pays africains, dès les années 60, étaient dépendants des matières premières et donc étaient dans une situation, comme on l'a dit, de rente primaire. En revanche, ils avaient, de 1960 à nous sommes en 2021, ils avaient la possibilité de faire les politiques permettant de diversifier leurs économies, de ne plus dépendre exclusivement de la rente, et ils ont raté. Vous pensez quoi, à l'Algérie par exemple? Alors l'Algérie, je ne sais même pas si elle a tenté de le faire. En revanche, puisque Alain m'interpellait en me demandant si j'allais en Afrique, oui, je vais en Afrique, et lorsque je vais par exemple en Côte d'Ivoire, je réside à Abobo, qui est aussi surnommé Abobo la guerre au Bagdad City, où on voit aucun blanc. Excusez-moi.
Lorsqu'on me croise là-bas, la dernière fois, j'entendais un jeune enfant qui disait « Mais maman, si les Blancs sortent de la télé, ça veut dire que les cartoons aussi sortent de la télé. » Donc vous voyez bien que, en gros, je vais en effet, comme ne le voyait pas Alain, je vais voir les Africains qui sont en effet ambigus. Ils peuvent aimer la France, ils peuvent détester la France. Ils ont une relation vis-à-vis de la France qui est un peu comme nous vis-à-vis des États-Unis. On les aime, on les déteste, c'est alternatif. Mais en tout cas, sur notre responsabilité, eh bien, on ne va pas la porter pendant des siècles. Et ces États avaient les possibilités de transformer leurs économies, notamment grâce au franc CFA que nous avons, avec magnanimité, laissé à 15 pays africains. C'est la monnaie la plus stable du continent africain. Ils avaient les possibilités de transformer, de créer des marchés uniques à l'intérieur de ce franc CFA et de cette monnaie extrêmement stable. Eh bien, ils ont fait le choix de reposer sur la rente primaire. Ils ont fait le choix de vendre leurs matières premières au plus offrant et de ne pas sortir du sous-développement. Et vous avez d'ailleurs consacré votre premier ouvrage à cette question du franc CFA. Merci. En tout cas, voilà, Alain, vous avez votre réponse. Lou Vialet, vous restez avec nous et on continuera à évoquer tout ça avec nos auditeurs. Ludovic et Florian nous attendent de 0826 300 300 dans un instant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde. Quasiment 13h53 sur Sud Radio. On continue avec nos auditeurs, avec Ludovic qui nous appelle de Rochefort avec, s'il vous plaît, Ludovic, une question courte pour que vous ayez une réponse. Bonjour Ludovic. Bonjour. Bonjour Arthur. Bonjour Bonjour Ludovic. Monsieur Vianney. Allez, on vous écoute. C'était pas forcément une question, c'est surtout une réaction. Il y a plusieurs problématiques à prendre en compte. Il y a l'immigration qui a eu dans le passé, qui en France, malheureusement, aujourd'hui, par des gens notamment qui sont présents en France, donc ne considèrent plus la France telle qu'elle est, ne considèrent plus la culture de la France telle qu'elle est. Ensuite, il y a aussi l'ouverture des vannes où on a suivi l'Allemagne récemment dans le besoin de main-d'œuvre pas chère, on a ouvert les vannes. Donc, grosso modo, il y a un gros problème d'assimilation. Bon, l'immigration a toujours existé dans tous les sens. Et après, il y a un problème également local. L'humanisme, c'est permettre aux gens de vivre décemment chez eux. Donc, à partir de là, en effet, on n'a pas à faire d'ingérence ou subir d'ingérence, bien sûr, mais à partir de là, il faut quand même négocier avec les pays en question sur les visas, sur les aides étatiques, sur les aides, sur toutes les aides, permettre à ces pays à se développer pour garder également leurs ressortissants qui puissent vivre décemment, tout simplement. Et là, quand on parlait de la Chine, j'entendais M. Vianney parler de la Chine là, tout à l'heure. Bien sûr, la Chine défend avant tout ses propres intérêts. Tout simplement, et investit dans les pays africains. Pourquoi ? Pour avoir des produits de matières premières peu chères et derrière, elles se développer économiquement. C'est une forme de colonisation en effet économique. Et dernier point, je pense également qu'il faudrait rétablir les frontières aussi au niveau des nations. Et la frontière, ce n'est pas un repli sur soi, ça permet un contrôle des gens qui rentrent dans un pays, dans une nation et de protéger ce qui la compose. Alors, voilà. Lou Vialet, s'il vous plaît, pour conclure, il nous reste très peu de temps. Une réponse sur un des points évoqués ? Oui, le premier point, vous avez dit, monsieur, et merci pour votre question, mais vous avez dit qu'il y avait toujours eu de l'immigration, des mouvements migratoires, toujours. Et non. La situation actuelle est inédite. Elle a commencé à partir des années 60. Et j'aimerais bien citer un ouvrage d'un économiste suédois qui s'appelle Tino Sanandaji, qui parlait de un défi immense. Le titre de l'ouvrage, c'était Mass Challenge. Et il voyait que dans son pays était arrivée une immigration massive, alors que la Suède, comme le reste des États-nations européens, ne se sont pas construits sur une immigration massive, au moins depuis 2000 ans. Oui. Il voyait qu'il y avait une importation d'une immigration sous-développée, sous-éduquée, qui était la première à prendre les aides sociales et la première à commettre des crimes et délits sur son territoire et qui était incapable de s'intégrer de manière régulière à la nation. Et
pire que tout, pour essayer de temporiser les choses, les autorités suédoises, jusqu'aux années 2020, essayaient de raconter un récit alternatif de l'histoire suédoise en empruntant l'histoire américaine, en disant que finalement, comme l'auditeur le disait, et comme les États-Unis d'Amérique, c'était une nation de migrants, ainsi que le veut la légende américaine. Eh bien, cette légende-là, elle est loin de la réalité. Les États-nations européens sont des vieux pays qui n'ont pas été construits par des vagues d'immigration successives, mais par une sédimentation de peuples arrivés ici il y a très longtemps, ou qui étaient ici il y a très longtemps. Et aujourd'hui, nous faisons face, à un défi historique, puisque nous ne pouvons pas absorber ces populations qui viennent de pays du tiers-monde, et les pays du tiers-monde d'où ces populations viennent ne veulent pas les récupérer. Et donc, on ne pourra pas régler la situation à la régulière. Il faut changer de paradigme. Merci infiniment, Lou Vialet, pour, bien entendu, comprendre la totalité de votre pensée. On invite nos auditeurs à lire votre ouvrage « Après la paix, défi français » aux éditions VA. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci Lou Vialet, merci Arthur. Demain, on se retrouve avec Emmanuel Hirsch qui sort ce livre Une démocratie endeuillée. Tout de suite le flash de 14h et Brigitte Lay jusqu'à 16h. À demain.